Salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Collaboration Solved. Moi c'est Pierre Cyril, mais tu peux m'appeler PC. Et aujourd'hui, nous allons voir comment l'optimisation des processus ont permis de livrer un projet impossible. Pas de temps, pas de budget, pas assez de monde, pas les bons outils, avec mon invité Julie Savage-Fournier de Kaizen Radical. Véritable geek en amélioration continue, elle cumule plus de 800 cycles de coaching au sein de la Kata School francophone dont elle est aussi la cofondatrice. Elle pratique le blitz d'amélioration radicale, des sessions intenses de reconfiguration des processus qui permettent des gains d'efficacité rapides. Et on va voir ça tout de suite. Salut Julie. Salut PC, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va super bien, je suis contente de te parler. Merci, moi aussi. Alors aujourd'hui, il fait à peu près 35 degrés dehors, donc on va sûrement couler pendant cet épisode. Vous allez nous voir boire de l'eau, c'est sûr et certain. Tu as une super histoire en fait qui t'est arrivée dans le passé. Super histoire pour nous aujourd'hui, mais je pense pas que tu l'aies trouvé drôle quand on te l'a amené il y a quelques années et on t'a refilé un projet impossible. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire-là? Oui, en fait, j'arrivais dans un nouveau rôle, j'étais là depuis quelques mois et on changeait totalement la façon de travailler. Donc, nouveau lieu, nouvelle équipe, pas encore bâtie, nouveaux outils de travail. On s'est rendu compte que en déménageant, en adoptant tous les outils, il y avait plusieurs systèmes d'information qui étaient reliés, qui n'avaient pas pu être testés avant l'ouverture. En tout cas, ils avaient été testés individuellement, mais pas ensemble. L'équipe que je devais gérer n'était pas encore recrutée et il fallait qu'on commence là, maintenant. Puis, il n'y avait absolument rien qui marchait. C'était une crise épouvantable. Et on me refile la patate chaude. En fait, Cadeau. on m'a rencontré un mardi après-midi à 15 heures pour me dire, ben, Julie, à partir de demain matin, c'est toi qui t'en occupes. Et je sais pas qu'est-ce qui m'est passé par la tête, mais j'ai dit d'accord. Combien de secondes il s'est écoulé avant que tu dises d'accord? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Je pense que si j'avais laissé plus de temps, je l'aurais peut-être pas dit. Euh, mais je l'ai dit, je l'ai pris comme un défi. Puis j'avais lu un livre juste avant qui s'appelle Toyota Kata et qui se disait une méthode pour accomplir les projets d'amélioration quand on n'a aucune idée de comment s'y prendre. Puis j'ai fait comme, oh, ça peut être utile. Donc, je me retrouvais avec un département de 2 personnes. J'en avais besoin d'une quinzaine. Je me retrouvais avec des outils d'automatisation qui n'étaient pas intégrés ensemble. Il y avait des enjeux d'interopérabilité avec... c'était dans un hôpital, puis dans un hôpital, quand on n'arrive pas à livrer, mais on s'entend que les enjeux sont quand même assez importants. Avec des médecins qui me disaient on veut revenir au format papier, avec des infirmières qui me disaient mais quand est-ce qu'on revient au format papier? Et moi qui me disais mais si on revient au format papier, c'est mort parce qu'on sera jamais capable de gérer le volume dont on a besoin avec un format papier. Donc, je me suis dit, bon, on n'a pas le choix, on va se retrousser les manches, puis Hmm. on va commencer cette technique-là du kata d'amélioration, mais premièrement, on doit se donner un défi ambitieux. Ça, c'était correct qu'on me l'avait donné. La deuxième étape, c'est de connaître la situation actuelle. Donc, plutôt que de me lancer dans l'action tout de suite, j'ai commencé à observer qu'est-ce qui se passait. C'était quoi les problèmes, puis à vraiment prendre des notes, le documenter. Ensuite, on se fixe une première condition cible. Donc, on découpe notre problème en une plus petite bouchée. Puis ça fait vraiment du bien parce que après ça, on est capable de se focusser sur un objectif que
c'est un peu plus facile de croire possible que le défi au complet. Mhm. Et ensuite, on fait des expériences. Puis, c'est, c'est fou. Souvent, on dit de cette méthode-là qu'il faut aller lentement pour aller vite. Parce que en faisant des expériences, ce qu'on fait, c'est qu'on élimine des obstacles, puis on teste des hypothèses, on teste des possibilités. Puis les premières hypothèses qu'on teste, bien sûr, ça fonctionne pas. Donc, au début, on n'a pas l'impression d'avancer. Mais par contre, en éliminant nos mauvaises hypothèses, mais on se rapproche de plus en plus des bonnes. Puis, à un moment donné, quand on arrive avec le bon alignement, mais là, ça peut débouler très, très vite. Puis, en fait, on a réussi à stabiliser la situation en 4 mois en montant en volume, dans le fond, de 2 salles d'opération ouvertes à 11 salles d'opération ouvertes. Puis quand on a regardé des projets comparables dans d'autres hôpitaux, ça leur avait pris 18 mois. Puis Ok. je pense que la plus grande force que j'ai eue dans ce projet-là, c'est la naïveté. J'avais pas le temps de faire du benchmarking. Donc moi, je savais pas que c'était supposé prendre 18 mois. Je pense que si je l'avais su, j'aurais pas eu les mêmes résultats. Mhm. Puis, dans la naïveté m'a permis d'explorer, de vraiment me lancer dans la résolution de problèmes, dans la démarche d'exploration, d'expérimentation, qui m'a permis d'avancer beaucoup plus vite, puis qui m'a permis justement de ne pas m'encombrer de préjugés ou d'a priori. C'est ça qui m'a permis de... Ben, en fait, c'est Mark Twain ou je sais plus si c'est Mark Twain ou JFK qui a dit ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Donc, je pense que des fois, être totalement naïf et inconscient de l'impossibilité de ce qu'on nous demande, ben, ça nous permet de le réaliser pour vrai. Ça nous permet de prouver que c'est possible. Tu te mets pas de barrière mentale en fait Mhm. pour y arriver. Je trouve la quote est vraiment bonne. Je la connaissais pas en plus. Ça fait très épique. Oui. Mais Euh, c'est épique, mais c'est organisé. C'est ça qui est vraiment chouette avec ce schéma-là de pensée scientifique, d'expérience. C'est que, ben, prochaine citation là, de Adam Savage, c'est la différence entre faire n'importe quoi et faire de la science, mais c'est prendre des notes. hmm, Donc, en réalité, le fait de documenter chaque expérience, de documenter chaque étape, ben, ça nous empêche de tourner en rond. Ça nous permet justement de comprendre les facteurs qui nous font avancer, puis les facteurs qui ne nous font pas avancer au fur et à mesure, plutôt que de tomber dans les mêmes erreurs tout le temps. Là. Souvent, dans l'esprit des startups, ils disent fail fast, mais c'est parce que si tu fais juste fail fast sans jamais rien apprendre, là, tu vas échouer tout le temps. Alors que si tu fail fast puis que tu apprends, mais là, à un moment donné, il y a un moment où est-ce que ça va arrêter d'échouer puis ça va réussir. t'as besoin de trouver cette mécanique que tu vas sûrement nous décrire de comment est-ce qu'on apprend finalement des expériences qu'on fait, puis des résultats qui ne sont pas nécessairement ceux qu'on attend, qui émergent. Je voudrais juste revenir pour mieux comprendre un peu le contexte, le challenge au départ. Donc là, tu nous as dit que tu étais dans l'industrie du soin, on est dans un hôpital. Puis là, il y a un challenge qui arrive à l'horizon. Est-ce que c'est le fait qu'on va avoir plus de personnes, de patients à servir? On va devoir ouvrir plus de salles? C'est quoi exactement qu'on essaye de... C'est quoi qui est si impossible en fait dans cette En fait, réalisation? le bloc opératoire déménageait dans un nouveau pavillon tout neuf, fraîchement construit. Et pendant ce déménagement, l'architecture a fait en sorte d'appliquer des nouvelles normes, des nouvelles pratiques Ok. de gestion du bloc opératoire. Donc, on passait d'un bloc opératoire où
les infirmières géraient le matériel à un bloc opératoire où c'est une équipe logistique qui gère le matériel pour les opérations. Donc ça a vraiment beaucoup de points positifs, entre autres pour éviter la contamination, pour libérer le temps des infirmières aussi pour qu'elles s'occupent du patient. Mais les infirmières étaient habituées à avoir leur matériel à portée de main dans la salle d'opération, ce qui présentement n'est plus aux normes de prévention des infections. Donc, on leur a retiré leur matériel et on leur livrait un chariot avec le matériel dédié à ce patient-là en particulier. Donc, on passe d'un paradigme où l'infirmière peut prendre ce qu'elle a besoin durant l'opération à un paradigme où l'infirmière doit penser d'avance de quoi elle va avoir besoin, faire une commande, et puis ensuite se débrouiller avec le matériel qu'elle a commandé. Donc, c'est un énorme changement. Puis, on avait plus de salles d'opération dans le nouveau bloc opératoire également. Donc, on augmente le volume. Les horaires des infirmières sont différents étant donné qu'elles ne s'occupent plus du matériel. Donc, en fait, c'est une grosse gestion du changement. Puis, pour arriver à le faire, mais c'est un processus qui fait intervenir beaucoup de gens. Puis, il y a beaucoup de possibilités d'erreurs. Donc, au départ, les commandes de matériel n'étaient pas exactes parce qu'il y avait des choses qui avaient été oubliées, il y avait des choses qui avaient été mises en trop. On n'avait pas tout le matériel sous la main parce que quand le matériel était à l'intérieur des salles d'opération, on n'avait pas accès pour aller compter les inventaires. Donc, on ne savait pas exactement quel matériel on allait recevoir dans le nouveau pavillon, qu'est-ce qui allait manquer. Le personnel, en fait, dans la gestion de projet et tout ça, le personnel n'avait pas pu être engagé. Donc, c'est ça, on se retrouve à ouvrir le bloc opératoire, puis à ne pas avoir assez de personnes en logistique, à avoir des infirmières qui essayent de récolter leur matériel elles-mêmes dans l'entrepôt, mais c'est un entrepôt qui est organisé d'une façon logistique, avec un carrousel, avec un système de gestion d'entrepôt. C'était un petit peu... Il y avait une grosse gestion de changement à faire, puis toutes les pièces du puzzle étaient là, mais elles ne s'emboîtaient pas vraiment bien. Il y en a qui sont cachés, il y en a qui sont l'une en dessous de l'autre. Ouais. Il y en a qui sont mélangés ensemble. C'est Il y a, ça. il y a, il y a eu quand même un gros travail. Puis aussi, l'aménagement de l'entrepôt avait été fait dans une logique d'entreposage, pas dans une logique de soins. Donc, on avait, par exemple, regroupé toutes les seringues ensemble. Mais là, la seringue pour une spécialité chirurgicale, elle n'est pas pareille que la seringue pour l'autre spécialité chirurgicale. Donc, une des étapes qu'on a fait, ça a été de séparer le matériel par spécialité pour que ça se retrouve près des salles de ces spécialités-là. Donc, on a eu énormément de travail à faire en très peu de temps parce que la situation initiale, c'était que sur les chariots, il y avait à peu près 50% du matériel qui était requis. Puis à cause du manque de matériel, on annulait des chirurgies. Puis ça, c'était totalement inacceptable. Et ben, ça nous a pris 4 mois à nous rendre au moment où on avait 97% du matériel requis sur les chariots et 0 chirurgie annulée à cause du matériel. Puis, il y a eu énormément de travail à faire, énormément d'apprentissage à faire aussi parce que les infirmières, là, elles savent pas comment... elles connaissent pas le code du produit. Puis les gens de logistique... C'est pas leur travail. C'est pas leur travail, mais les gens de logistique, ils travaillent avec le code de produit. Puis ils travaillent avec le nom officiel du produit. Mais l'infirmière, elle appelle, elle demande la clip bleue. Mais c'est parce que moi, j'en ai 20 clips bleues dans mon système, puis elle s'appelle pas clip. Je peux pas faire une recherche avec clip bleu. Donc, il y a eu énormément de travail à faire, de traduction et tout ça. Une des solutions qu'on a trouvées, c'est d'avoir un deuxième champ de nom de produit
où on inscrivait le nom que les infirmières donnent au produit, hein, parce Comme que le surnom du produit, si on le veut. surnom du produit, parce que, tu sais, la boîte rouge, c'est un compte aiguille, puis la poire à dinde, ben, c'est une succion, puis Ouais. donc les infirmières, elles connaissent le produit visuellement, elles sont capables de le décrire, de dire à quoi ça ressemble. Mais nous, dans le système, on cherchait avec des codes de produits puis des noms officiels. Ça fonctionnait pas du tout, là. Ouais. Euh, Énormément d'enjeux, j'imagine que ça a dû, le niveau de frustration de toutes ces personnes qui étaient prises avec ce changement, elles n'ont rien demandé, les conditions doivent changer, puis elles doivent changer avec ça, puis on leur change leur matériel de place, on leur change leurs équipements, on leur dit qu'il y a plus de salles ouvertes, donc tellement de paramètres, tout change en fait finalement quasiment, sauf leur cœur de métier, les soins qu'elles doivent prodiguer, puis les actions qu'elles font au quotidien, tout change. Là, tu disais que au bout de 4 mois, vous étiez arrivé à un certain résultat. Euh, Combien d'expériences est-ce que vous avez fait pendant ces 4 mois-là? On a fait plusieurs expériences par jour pendant Ok. 4 mois. Vous avez expérimenté un micro-changement et comme tu vas sûrement nous décrire un petit peu comment ça se passe une expérimentation, comment est-ce qu'on apprend de l'expérimentation. Mhm. On expérimente, puis surtout il faut qu'on apprenne pour pouvoir choisir si on continue ou si on change. Ouais. Donc il y a un taux quand même assez élevé. Est-ce que vous étiez à plusieurs expériences par jour, tous les jours, pendant 4 mois? C'est pas tous Ou ça les jours c'était qu'on... comme le top Ouais, il y a des journées où on a fait énormément d'expériences. Il y a certaines expériences qui ont duré plusieurs journées aussi. Par exemple, pour corriger les bons de commande de matériel pour les chirurgies, mais à un moment donné, j'ai assigné quelqu'un à regarder tout le matériel qui nous était retourné, qui n'avait pas été utilisé dans la chirurgie, et à faire une liste de ce matériel-là avec c'est quelle commande, c'est quelle chirurgie, quel matériel a été retourné, puis quel matériel a été demandé en plus. Puis c'est à ce moment-là qu'on a pu commencer justement à corriger les bons de commande des infirmières en leur disant bon, mais là, tu m'enlèves ce scalpel-là parce que c'est pas celui-là que tu voulais utiliser. Le bon code, c'est celui-là. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'ajustements comme ça qui ont été faits. Puis, vraiment, en regardant le différentiel entre ce qui n'est pas utilisé et ce qui est demandé en plus, on a réussi à corriger beaucoup les bons de commande à la source. On a fait une autre expérience là-dessus aussi qui était de demander aux infirmières de surligner en jaune ce qui n'était pas le matériel dont elles avaient besoin, surligner en orange ceux où ils n'avaient pas le bon nombre, puis de surligner en vert ceux qu'elles n'avaient pas reçus mais qui étaient sur la commande. Hmm. Puis en analysant justement les commandes à travers le temps, ben, c'est comme ça qu'on a réussi à régler les causes de chacun des problèmes. Puis c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que ben il y a du matériel qui est utile pour tel type de chirurgie dans, par exemple, 10% des cas, mais qui est commandé dans 100% des cas. Donc, ça nous a permis Ouais. de trouver d'autres solutions, de trouver des façons euh, de, de donner ce matériel-là différemment. Donc, à un moment donné, on a fait des kits. On demandait, mais pourquoi vous demandez 25 éponges? D'habitude, vous en utilisez 5. Ah, mais parce que s'il y a un saignement important, s'il y a quelque chose qui se passe pendant l'opération, on va avoir besoin des 20 de plus. Puis là, on a fait, mais quand il y a un saignement, vous avez besoin de quoi? Ah, OK, les éponges, les soutures, telle chose, telle chose, telle chose. OK, mais on va faire un kit avec ça. Puis on va vous laisser le kit scellé dans la salle d'opération. Comme ça, vous allez l'avoir en tout temps s'il y a une urgence. Mhm. Pas Puis besoin de le si vous commander. l'ouvrez, vous avez juste à nous redonner la boîte vide, puis nous, on va réapprovisionner le kit. Comme ça, vous n'avez pas besoin de nous mettre les 25 éponges sur chaque chariot parce que vous faites 10 opérations par jour. Mettre 20 éponges de plus sur chaque chariot,
mais ça fait 200 éponges de plus qu'on Mhm. a besoin, puis on garde pas 200 éponges de plus en stock, là, juste au cas où. Donc, il y a beaucoup d'ajustements comme ça. Puis, tu sais, je te parle de petits détails très, très concrets parce que c'était ça, les expériences. C'était Mhm. une somme de petites expériences très, très concrètes. Après ça, ben, quand on a réussi avec cette spécialité-là d'avoir leur kit d'urgence, ben, on a commencé à aller voir les autres spécialités. Qu'est-ce que vous avez besoin dans un kit d'urgence? De quoi vous avez besoin s'il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu? Ah, vous savez. Puis au début, elles essaient de nous faire une liste, ça fonctionnait pas. Prochaine expérience, Madame l'infirmière, on te donne un bac, va-t'en dans l'entrepôt, mets dans le bac tout ce que tu as besoin. C'est quelqu'un de la logistique qui va trouver les codes de produits puis qui va s'assurer qu'on ait documenté ce que tu as besoin. Donc, de Mhm. trouver des nouvelles façons de travailler ensemble. Parce que l'infirmière, pour elle, c'était presque pas d'effort là, de juste aller dans l'entrepôt, prendre tout ce dont elle avait besoin. Mais quand on lui demandait de nous donner une liste dans Excel, là, c'était comme tellement loin de sa façon de travailler. Mhm. Puis en plus, avec des codes de produits, elle avait aucune idée. Elle avait même pas accès, en fait, au système d'information où elle pouvait chercher les codes de produits la plupart du temps. Ouais. Donc là, vous avez comme ça a révélé en fait plusieurs, j'allais dire des dysfonctions, mais c'est pas nécessairement des dysfonctions, c'est un fonctionnement en fait finalement qui n'était pas adapté à grandir, qui n'était pas adapté à se modifier, à changer, parce que bah, certaines portions d'informations n'ont jamais été partagées parce qu'ils n'ont jamais besoin d'être partagés. Le code produit, il n'a pas vraiment besoin d'être partagé à cette personne-là, donc on ne le partage pas juste pour le fun, on le partage Mm. juste pas. Mais si on change le process, puis qu'à partir du moment où on te demande le code produit, ben, je ne le connais pas. Pas parce que je suis une mauvaise personne, mais j'y ai jamais eu accès, donc je ne peux pas connaître cette information-là. Mm. Et là, vous avez réussi à identifier, à force justement d'aller tester plusieurs manières de faire, d'identifier un peu comme des espèces de procédures standardisées, comme tu me parlais des kits de soins, on voit que ça revient souvent. À ce Mhm. moment-là, on va standardiser ce truc, cette demande-là en quelque chose qui va être disponible en tout temps. Mm. Euh, combien d'expériences est-ce que ça prend pour pouvoir identifier ces patterns un petit peu standards qu'on peut trouver? Ça dépend du problème qu'on essaye de régler. En fait, quand on s'est fixé une condition cible, on fait des expériences, puis la première chose qu'on fait, c'est de découvrir les obstacles qui nous empêchent d'avancer. Puis, on choisit un obstacle, puis on fait des expériences pour l'éliminer. Donc, il y a certains obstacles. En une expérience, ils sont éliminés. On a trouvé la solution tout de suite. C'est super. Il y a certains obstacles où il faut qu'on fasse plusieurs expériences pour découvrir qu'est-ce qui cause le problème, pour comprendre comment le régler. Des fois, il faut tester plusieurs hypothèses, plusieurs options. Mais quand on est capable de... Des fois, on pouvait faire des expériences en parallèle. Donc, on pouvait dire, bon, mais telle infirmière, on lui demande une liste. Telle infirmière, on lui demande de prendre le bac, d'aller chercher ce dont elle a besoin. Et on fait la liste nous-mêmes. Puis là, on peut comparer les deux expériences. Celle à qui on avait demandé de faire une liste, ben premièrement, elle n'était pas contente. Elle a passé énormément de temps dessus. Sa liste n'était pas bonne. Celle à qui on a donné un bac, elle avait tout le matériel qu'elle voulait. Ça lui a pris moins que 15 minutes. Puis on avait la liste exacte, puis ça répondait à son besoin. Donc, en comparant ces deux expériences-là, mais c'est facile de dire, bon, mais voici comment on va procéder à partir de maintenant. Puis c'est comme ça justement qu'on bâtit nos connaissances. Puis en réalité, comment on fait une expérience, c'est que on décide ce qu'on va faire. Ensuite, on documente c'est quoi nos hypothèses, quels résultats on s'attend à obtenir. On fait notre expérience, on documente le résultat réel, on fait la comparaison avec nos hypothèses puis nos prédictions.
Puis ensuite, on documente nos apprentissages. Donc, c'est là qu'on a appris que les infirmières connaissent pas les codes de produits. Les infirmières ne travaillent pas dans Excel. Ça fait pas partie de leur rôle, ça fait pas partie de leur vie. Les infirmières sont frustrées quand on leur demande qu'est-ce qu'elles ont besoin parce que elles ont l'impression de nous le dire, mais nous, on le comprend pas. Mais quand on lui demande de nous montrer ce dont elle a besoin, c'est super efficace. Donc, on a résolu un problème majeur dans un processus hyper complexe avec une solution super simple. Va dans l'entrepôt, prends ce dont tu as besoin, puis nous, on va l'analyser, on va le regarder. Puis en plus, ça nous permettait d'utiliser les forces de chacune des personnes. Les logisticiens, c'est leur rôle de gérer le matériel. Les infirmières, c'est leur rôle de soigner. En réalité, elles savent exactement ce dont elles ont besoin, elles n'étaient juste pas capables de nous le communiquer. C'est avec des petites solutions simples comme ça, mises une à côté de l'autre, qu'on a fini par résoudre des problèmes extrêmement complexes. Alors que quand on est juste dans une salle de réunion à discuter du problème, sans l'essayer, on n'aurait peut-être jamais trouvé cette solution-là. Parce que dans les salles de réunion, la façon dont ça se déroulait, c'était « Oui, mais je vous l'ai dit, ce dont j'avais besoin. Oui, mais non, tu ne nous l'as pas dit parce que tu ne nous as pas donné le code produit. » Puis ça tournait en rond, là. Alors qu'on avait juste besoin d'aller sur place, d'essayer des choses, puis de trouver ce qui marche, là. C'est ça, une expérience. Je reprends l'exemple que tu donnais sur l'entrepôt, ok, qui est super parlant. L'obstacle que vous aviez, le problème que vous essayez de régler, c'était que le nouveau processus de demander le code produit, ça fonctionnait pas entre les deux interlocuteurs. C'est bien ça? C'était ça l'obstacle que vous essayez de sauter. Donc pour ça, vous avez essayé de faire plusieurs expérimentations. Tiens, et si on leur demandait de surligner, je ne sais plus exactement si c'était le bon truc, et si on leur demandait de surligner, et si on leur demandait d'aller se servir tout seul, et si on leur demandait le surnom de l'outil qu'ils cherchent, etc., etc. Donc ça, c'est la somme de toutes les petites expériences que vous avez testées, si j'ai bien compris, pour finalement, au bout d'une... je ne sais pas combien d'itérations, peut-être une dizaine d'itérations ou plus, trouver celle qui donne le meilleur résultat, qui est la plus simple, qui abaisse le plus les frustrations. C'est bien ça? Trouver comme un peu la solution idéale. Oui, puis ça nous a permis de nous faire passer de les gens qui nous empêchent de travailler parce qu'il n'y a rien qui fonctionne à on pourrait plus jamais se passer de vous. Puis en fait, moi, pendant tout ce temps-là, j'avais pas l'impression de faire quoi que ce soit d'exceptionnel, là. Parce qu'on faisait juste une petite expérience à la fois, là. Tu sais, quand tu vois un bac avec une vingtaine de fournitures médicales dedans, t'as pas l'impression de faire une innovation incroyable, là. Mais après ça, il y a des hôpitaux de partout au Québec qui sont venus voir comment on s'était débrouillé. C'est là que je me suis rendu compte que à force de faire des petites choses, on a fait quelque chose de grand. Hein. Il y avait quelque chose qui était intéressant dans ce que tu disais par rapport à la discussion. Okay. On en discute dans une salle, puis on n'est pas capable de trouver la solution. On fait juste jeter des mots en l'air. En fait, on est en mode hypothèse. Et c'est là que les frustrations peuvent monter de plus en plus, ou en tout cas les camps peuvent se former, des clans. Chacun a la meilleure solution. C'est toujours comme ça. Hein, j'ai l'impression que l'être humain est super bon pour trouver des solutions et que chacun a la meilleure. Comment est-ce que vous avez fait pour garder le contrôle et garder, comment dire, la tête hors de l'eau après 4 mois et plusieurs centaines, j'ai pas fait le calcul exact, mais vous étiez à plusieurs centaines d'expérimentations. Ça fait un paquet d'obstacles, ça fait un paquet de paramètres à conserver. Comme tu disais, il faut, entre les deux, il faut noter. C'était quoi votre système pour garder cette information-là, garder la tête froide et garder un peu l'approche scientifique et pas perdre le fil? En fait, dans l'amélioration continue, on fait une boucle d'expérience.
Quand on trouve la bonne méthode, on standardise la méthode. Quand on a trouvé justement qu'il y avait des surnoms pour les objets, mais j'ai donné la tâche à quelqu'un d'essayer de trouver le plus de surnoms possible, puis à chaque fois qu'on en trouvait un nouveau, de le noter, puis de l'intégrer dans le système d'information, d'intégrer les surnoms dans la base de données. Donc, à partir du moment où c'est devenu un processus, à chaque fois qu'on trouve un nouveau surnom qu'on ne connaissait pas encore, on l'intègre dans la base de données. Puis ça nous a permis à un moment donné, quand ils nous appelaient pour du matériel supplémentaire, parce qu'il y a toujours des imprévus dans une chirurgie, mais en faisant ça, on a réduit notre temps de réponse. Ça pouvait prendre une demi-heure de trouver le matériel au début. À la fin, ça prenait moins de 3 minutes pour apporter entre l'appel et le matériel est dans la salle, ça prenait moins de 3 minutes. En fait, l'apprentissage qu'on fait, si on l'intègre dans nos façons de fonctionner, dans nos processus standards, mais après ça, on peut juste l'oublier, on peut le prendre pour acquis, c'est intégré dans notre processus. Puis ça, c'est une étape qu'on oublie souvent. Par exemple, on fait le post-mortem d'un projet, on apprend plein de choses, mais on oublie l'étape d'intégrer ces apprentissages-là dans notre processus. Quand on le fait, après ça, on n'a plus besoin de se soucier de cette situation-là parce qu'on a déjà mis quelque chose en place pour le régler en continu. Donc, est-ce que ça a besoin de... Oui, pardon, excuse-moi, vas-y. Ben, c'est comme ça qu'on avance à chaque itération plutôt que de tourner sur place. Dans le fond, cette standardisation-là, ça fait en sorte que la roue qui tourne sur place devient une roue de vélo qui avance à chaque fois qu'elle tourne. Donc l'importance, c'est ce que je retiens de ce que tu viens de dire là. Intégrer, à partir du moment où il y a une solution qui a été trouvée, l'intégrer pas juste en une action temporaire de OK, ça a fonctionné, voilà. On l'intègre comme une procédure finalement, on l'intègre en la standardisant. J'imagine que ça doit aider aussi pour voir si elle est pérenne dans le temps. Parce que des fois, on peut voir un résultat immédiat, puis il n'y a que en la standardisant qu'on va voir si ça continue à donner des résultats ou pas. Oui. Puis ce que j'expliquais à mon équipe, c'est que nos standards de travail puis nos procédures, ils sont vivants. Ça représente la meilleure façon qu'on connaît aujourd'hui d'accomplir le travail. Puis le mot aujourd'hui est important parce que peut-être que demain, on va trouver une meilleure façon. Puis plutôt que de commencer à appliquer nos apprentissages chacun dans notre coin, on va consolider les apprentissages puis on va faire évoluer notre standard de travail, on va faire évoluer notre processus. Donc, il y a beaucoup de problèmes dans les organisations qui viennent du fait que le processus est rigide. Puis là, chacun trouve sa petite meilleure façon de faire. Puis après quelques itérations de ça, il n'y a plus personne qui travaille de la même façon. Alors qu'au contraire, quand on trouve une meilleure façon de faire, ben on la partage avec les autres. On s'entend si ça fonctionne pour tout le monde. Puis on change notre processus, il nous appartient. Donc, c'est pas le processus qui doit nous limiter, c'est nous qui devons décider ensemble comment on travaille. Donc, on a le droit de changer ça n'importe quand. On a juste besoin de s'entendre. C'est pas figé. C'est pas figé, jamais. Pas figé. Et je sais que tu mets beaucoup d'emphase justement sur le fait que les personnes doivent être mises au cœur de cette discussion d'amélioration des processus parce que c'est eux qui les vivent, c'est eux qui les mettent en place, c'est eux qui parfois qui les subissent. Toutes ces salves d'expérimentation, des centaines d'expérimentations que vous avez fait, est-ce que les gens, ils en avaient pas marre au bout d'un moment d'être tout le temps en train de changer des trucs, changer des trucs, changer des trucs? C'est plus facile d'absorber des petits changements réguliers que d'absorber des gros changements. Là où ça peut devenir fatigant, c'est quand on fait des changements qui ont un impact sur nos collaborateurs à l'extérieur du département, parce qu'il y a beaucoup de personnes à avertir du changement, de la nouvelle façon de procéder. Par contre, ce qu'on a trouvé, c'est que
étant donné que notre optique, c'était toujours de simplifier le travail des infirmières, les changements étaient relativement bien accueillis. Puis moi, s'il y a une infirmière qui m'avait dit je préfère continuer avec le tableau Excel, ben d'accord, continue avec le tableau Excel, mais peut-être que tu vas devoir faire 4 ou 5 tableaux Excel avant qu'on soit sur la même longueur d'onde. Je te propose une autre solution, mais si tu veux continuer avec le tableau Excel, nous, ça fait notre affaire, c'est plus facile pour nous. Donc, il y a cette flexibilité-là qui s'installe, puis je te dirais, en voyant les autres avoir des résultats beaucoup plus rapides, mais les gens se rallient. Donc, il n'y a aucun changement qui a été forcé, puis ça a été vraiment, ben, voici ce qu'on a essayé, cette façon-là fonctionne le mieux, mais tu peux essayer les autres aussi. C'est juste que c'est toi qui vis avec les conséquences si on t'apporte pas le bon matériel. C'est toi qui es responsable aussi, parce que c'est ton rôle de nous dire quoi amener. On a trouvé une façon qui est plus facile pour toi, qui fonctionne mieux, qui fait en sorte qu'on se comprend mieux. Mais, tu sais, je vais pas te l'imposer. Puis, en fait, c'est le changement qui a du sens, puis qui facilite réellement le travail, il s'impose tout seul. Souvent, les gens, ils refusent les changements parce qu'ils comprennent pas la raison d'être du changement. Comment est-ce qu'on peut, dans cette méthode ou dans la manière dont vous l'avez appliqué, comment est-ce que vous avez expliqué justement la raison d'être du changement? En fait, on a laissé les personnes qui ont vécu les changements qui fonctionnaient bien en parler aux autres. Moi, j'avais pas besoin de convaincre l'infirmière de changer sa méthode de faire parce que sa collègue allait lui dire dans la salle de lunch, hey, j'ai travaillé d'une nouvelle façon avec la logistique, là, ça allait vraiment bien. Puis ça fonctionne beaucoup mieux en termes d'influence d'avoir une infirmière qui dit, ouais, ça, là, le nouveau truc que la logistique m'a proposé, ça fonctionne bien. Donc j'ai l'impression d'avoir un truc qui se débloque dans ma tête, mais une des manières peut-être pour réduire la résistance au changement, c'est d'arrêter d'en parler en réunion, de faire des grands plans de changement, mais de faire des tout petits, faits par les personnes qui sont impactées par ce changement-là, des petits qui vont pouvoir expliquer aux autres. Donc là, ils ont une occasion de pouvoir l'expliquer aux autres, ou en tout cas de pouvoir ou créer une occasion de rétroaction pour pouvoir expliquer ce qu'ils ont appris de l'expérience, pour que ça finisse par la résistance au changement finisse par se réduire d'elle-même par l'expérimentation. Oui, parce qu'après ça, on n'a plus des opinions, on a des faits. Puis les faits parlent beaucoup plus que les opinions. C'est aussi simple que ça, tu sais. On peut passer 3 heures à parler de la meilleure façon de faire quelque chose. Puis là, on est deux, on a deux opinions différentes. Ou bien on se dit, OK, pendant la prochaine semaine, tu essayes la tienne, j'essaye la mienne. Puis on se rencontre dans une semaine pour voir qu'est-ce qu'on a appris. Puis après ça, mais, tu sais, nos opinions, elles étaient basées sur nos expériences précédentes, qui sont pas forcément les mêmes que la situation qu'on voit présentement. Elles sont basées sur nos hypothèses, qui sont pas toujours validées. Elles sont basées sur nos expertises, qui sont différentes. Mais là, si on l'essaye vraiment, puis qu'on se parle de ce qu'on a appris, parce que, tu sais, dans le secteur public, là, on aime ça, résoudre des trucs avec des comités. Mais un comité, c'est quelque chose qui parle pendant 2 heures, une fois par mois, de quelque chose que personne dans la pièce a jamais vu en vrai. Comment on peut Pas que dans le secteur public, hein, je te rassure. Comment on peut espérer régler un problème de cette façon-là? Alors que ça pourrait prendre 1 heure d'aller sur place, de faire un prototype, d'essayer, de faire une preuve de concept, ou d'en faire 3 si on a 3 options, puis de découvrir avec un test laquelle est la meilleure. Puis après ça, il n'y a plus de discussion possible. On l'a tous vu, il y en a une qui est meilleure que les autres. Ou on l'a tous vu, les 3 sont équivalentes, on peut prendre n'importe laquelle. Ça change rien. On peut se sauver des heures de discussion dans une salle de réunion qui n'a pas de fenêtre, avec des gens qui regardent leur courriel parce que ça les intéresse pas. Une belle économie de gaspillage de temps de personnes qui pourraient faire plein de trucs. J'ai
je suis en train de me dire, mais si vous voulez vérifier si la Terre est plate, arrêtez d'en parler sur Internet, allez juste faire le tour, puis vous allez bien voir si vous allez tomber. Sinon, faites juste le tour de la Terre, puis on se retrouve de l'autre côté. Mm. Puis Mais c'est drôle, ouais, mais les conspirationnistes qui commencent à faire des expériences pour voir si la Terre est plate, ben, quand ils se filment, on se rend compte que ben, toutes leurs expériences prouvent que la Terre est ronde, en fait. après, est-ce qu'ils gardent le même discours? Ça, c'est bon. Des fois, c'est un peu la nature humaine, hein. Mais ça vaut le coup d'expérimenter pour vérifier des hypothèses. Mhm. Là, tu nous as donné comment dire, plusieurs clés sur le fonctionnement de la mécanique, de comment est-ce on comprend quel est l'obstacle qu'on essaie de sauter, puis comment est-ce que plusieurs expérimentations permettent de trouver une solution. Puis une fois qu'on a trouvé cette solution-là, implantez-la dans un processus standardisé, rendez-la finalement concrète et pérenne pour bénéficier finalement de la solution long terme. Et surtout, rendez pas ça figé. Gardez le processus vivant et continuez à garder un œil dessus, continuez à rester impliqué pour l'améliorer ou finalement ne plus s'en servir si jamais il a pu lieu d'être. Mhm. Merci Julie. Ben, ça fait plaisir. Je me demande si les personnes qui nous écoutent aimeraient te rejoindre ou en savoir un petit peu plus sur ce que tu fais, où est-ce qu'ils pourraient te contacter? Ils peuvent me contacter par mon profil LinkedIn, par le site web de mon entreprise, kaizenradical.com. D'ailleurs, il va commencer à y avoir des articles de blog dessus à partir du mois de juillet. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, il va y avoir d'histoires, de sources, de références, de pensées. Et j'ai aussi une infolettre, justement, où je partage des façons de voir les choses, des façons de collaborer, des façons d'améliorer notre efficacité une fois par mois, quoique dernièrement, je suis un petit peu en retard sur ma publication mensuelle. Mais je vous recommande de vous abonner à l'infolette de Julie. Elle démystifie très bien les concepts d'amélioration continue et d'expérimentation. Merci beaucoup Julie, ça m'a fait très plaisir de t'avoir. Ben, merci de m'avoir invité. C'était super comme discussion. Puis j'espère que ça va être super intéressant aussi pour tes auditeurs. Ouais, expérimenter, tester des choses. On se revoit dans quelques semaines pour un prochain épisode de Collaboration Solved. D'ici là, on se retrouve sur la newsletter et je vous dis à bientôt. Des bisous. Ciao.